Bonjour à tous, bienvenue sur Spirale d'Or TV. Bonjour Eric, Bonjour à vous. Laurana, alors Laurana et Laurana Kalimera. et Calimera. On est vraiment très très heureux aujourd'hui parce que nous allons parler de communication au sens très très large. Alors, communication avec les différents royaumes, végétal et animal. Et Eric a énormément produit comment on va dire, j'ai envie de parler de champs informationnels, mais tu retranscris des champs informationnels Ouh là là. vastes. Mais oui, c'est vrai. Alors, je vais parler un petit peu de ta biographie, hein, mais c'est vrai que chaque fois que tu abordes un sujet sur les animaux ou sur les plantes, je suis toujours surprise et impressionnée de l'ampleur finalement de tes compétences, de tes connaissances. Alors, je sais que tu es quelqu'un qui aime chercher, qui aime aller te renseigner, mais c'est vrai que tu as déjà énormément de connaissances, donc c'est toujours un immense plaisir, une grande joie. Oui, tu vas prendre pour ton grade aujourd'hui, tu l'as Alors compris. là, ça y est, On je est là rentre pour dans le ça. pantalon. Mais voilà, j'ai vraiment à cœur de te recevoir aujourd'hui parce que ça fait de nombreuses années que je te vois sur les réseaux, que je te vois sur ta chaîne YouTube. Eric Cotiras, donc, et ton site internet, alors c'est Laurana Feng Shui, hein, Yaurana. IA. Je Feng vais y arriver. Yaurana Feng Shui, c'est bon? Yaurana. Yaurana. Et, et bon, on va parler de tes compétences, on va parler de tout ça, bien sûr, et de tout ce qui te tient à cœur. Alors, on va aussi parler de philosophie hawaïenne, hein, et de culture polynésienne, puisque j'ai cru comprendre que c'est aussi des cultures qui te tiennent vraiment à cœur, à la fois dans ton quotidien, mais parce que depuis de nombreuses années, tu travailles et tu œuvres au départ sur le paysagiste, enfin sur le paysage, n'importe quoi. Le Je coupe paysagisme. ça, c'est Oui, le c'est très paysage. mal dit. Tout à fait. Tu as été formé, donc tu t'es formé en paysagisme, Mhm. c'est bien comme ça qu'on dit. Et c'est vrai que tu en parles dans ta présentation sur ton site internet, c'est-à-dire que ça t'a amené, en fait, grâce à cette école, à finalement rencontrer le Feng Shui et la géobio. Alors, tu nous en parleras tout à l'heure, bien sûr, mais je fais une petite introduction. Donc, très cher Eric, nous sommes très heureux, très, très, très heureux de te recevoir aujourd'hui sur Spiral d'Or TV. Moi Parce que, aussi. parce que, pour plein de raisons. Et merci pour ton accueil et ta réceptivité, ta sensibilité, parce que c'est toujours un grand plaisir de t'écouter. Alors, je commence par le grand commencement. Tu es franco-grec, c'est formidable. La richesse de cette culture, pour moi, forcément, est géniale. Et je suis certaine que tu auras à cœur de nous partager aussi quelques petites anecdotes sur tes origines. Tu es diplômé de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Alors, je tiens à le dire parce que c'est quand même pas rien. Alors, je cite, ton objectif étant idéalement de créer des espaces où la nature pourrait s'exprimer librement en harmonie avec tous les règnes. Mais c'est fantastique. On veut tous habiter avec toi. Venez, c'est un peu petit, mais c'est chaleureux. Bon, en tout cas, c'est un merveilleux projet. Évidemment, pour les règnes en harmonie avec les règnes minéraux, végétaux, animaux et humains. Donc, c'est un jour dans cette école que finalement, cette école, tu le décris, hein, organise des conférences. Et un jour, tu tombes sur une conférence. Alors, tu vas nous préciser de Feng Shui ou de géobiologie. Mais là, tu te sens complètement appelé. Tu as une sorte de... Alors, tu décris... tu sens que ça t'appelle. Tu as une véritable révélation devant ces arts. Alors, je ne sais pas si on parle d'art de la géobiologie, mais je pense qu'en bien même que ça en est, puisque hein, le traitement des énergies, si on peut dire ça comme ça, tu le décris. Le feng shui pour l'horizontal, le cosmotellurique, la verticalité avec la géobiologie, c'est très bien en plus expliqué sur ton site. Merci, ça nous éclaire tous.
que souvent, on ne fait pas bien la distinction entre ces deux arts. Donc, je serais ravie, nous serions ravis, et je pense les spectateurs aussi, que tu nous en parles un peu plus sur effectivement ces différences entre la géobio et l'art du feng shui. Et alors, paysagiste, finalement, c'est quelque chose que tu as trouvé peut-être réducteur. Pareil, je pense que tu pourras nous expliquer, puisque finalement, tu es diplômé, tu as cette révélation, et tu décides d'aller te former auprès d'Agnès Dumanget, hein. En feng shui. Donc, c'est en feng shui, mais elle faisait pas du tout de géobiologie. Non, elle, c'était la précédente, en fait, qui organisait les conférences à Versailles, si tu veux, D'accord. qui, elle, pratiquait les deux et expliquait qu'en fait, ces deux enseignements étaient complètement en opposition, la géobio étant plus Mm, occidentale, le feng shui oui. oriental. Et que c'était un peu la guerre entre ces sciences artistiques, on va dire. Et elle expliquait l'importance, finalement, du rôle des deux et leur complémentarité. Voilà. Mm. Très bien. Donc, depuis 2011, tu exerçais comme paysagiste, géobiologue et praticien feng shui, mais aujourd'hui, tu préfères donc qu'on appelle ta profession plus praticien feng shui et géobiologue. Alors, tu nous donneras des précisions, j'imagine aussi. Donc, paysagiste, c'était trop simpliste ou réducteur? Qu'est-ce qui a motivé pour toi aussi ce changement, cette évolution? En fait, simplement, déjà, le feng shui, ça remonte à mon enfance, à 8, 9 ans, où j'étais tombé sur une émission sur la 5, et je me rappelle encore, en voyant des gens en Allemagne pratiquer le feng shui. Et ça m'avait émerveillé enfant. Mais je m'étais dit à l'époque, ah, je rêverais de faire ce travail adulte, mais ça n'existera jamais en France. Du coup, j'avais laissé tomber. Et mes études ont été quand même très difficiles parce que les lieux, en fait, c'était de l'aménagement de territoire à plus ou moins grande échelle, parfois des territoires, des ensembles de communes, si tu veux. Et j'avais toujours une vision très intuitive. Et dès qu'on avait des rendus devant des encadrants, ben, j'avais du mal à justifier certaines choses dans un discours très cartésien. Et donc, je passais pour très souvent celui qui était un petit peu à l'ouest, qui pondait des choses comme ça. Et ça a été très frustrant. Et donc, à la fin de mes études, et j'ai ressenti franchement un écœurement. C'était très difficile au niveau personnel parce que je sentais que ma vision des choses n'était pas du tout entendue. Et d'ailleurs, j'étais un des seuls à être recalé lors de mon oral final. On m'a proposé de repasser l'oral après l'été et parce que je perdais tous mes moyens. Et donc j'ai eu mon diplôme, mais mon encadrant, mon tuteur de diplôme m'a dit à la fin, écoute, tu as un parcours qui est atypique, tu as une vision qui est très différente. Il faut que tu la préserves. Par contre, sache que tu seras seul dans ce parcours, en fait. Donc, d'emblée, il était clair qu'à la fin de mes études, je pouvais pas rentrer dans un bureau d'études ou travailler en cabinet d'architecture. C'était pas possible, hein. Je sentais que j'allais à l'encontre d'une essence personnelle, en fait. Et au moment où je m'interrogeais, j'avais quand même, on va dire, ces études sont faites relativement dans la souffrance. Il y a des moments où je les fais, ben, surtout pour mes parents qui me finançaient ces études. Et au sortir de là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie? Je peux pas m'émanciper dans un travail qui ne parle pas. Et il y a donc eu ces conférences et qui ont été une révélation, donc qui ont prolongé finalement le cycle d'études. Et enfin, c'est comme si ma vision des choses était appuyée par ça, quoi, par le Mm. feng shui et la géobio. Plus le feng shui parce que ça parle d'aménagement aussi bien intérieur-extérieur que la géobiologie qui, elle, est plus de l'ordre du thérapeutique, hein, du territoire sur lequel nous nous installons, en fait. Ok, super, merci. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup. Je pense que ce qui nous a parlé beaucoup à tous les deux, c'est cette volonté que tu as de créer du vivant, de créer du vivant, de créer du beau, hein, ce dont tu parles souvent dans tes vidéos, j'ai envie de dire, mais aussi sur ton site. Alors, j'ai envie de préciser quelque chose. C'est que tu es aussi un artiste. Alors, j'ai envie de dire que finalement, tu es un artiste à plusieurs casquettes, puisque alors, tu es également musicien, pianiste. Alors, peut-être tu n'as pas envie qu'on parle du fait que tu es pianiste éventuellement, mais je le dis, Eric Otsiras est pianiste. Voilà. Et parfois, c'est vrai que tu nous fais profiter de ce talent-là aussi sur YouTube. Donc,
Merci pour ça. Alors, tu as rencontré aussi donc les orgonites. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette découverte aussi, s'il te plaît? Oui, c'est une découverte qui est apparue tandis que je me formais au feng shui et que je commençais dans ces disciplines, et vers l'âge de 25 ans. Et ça commençait pas très bien, j'avais du mal à vivre de ça, on va dire. Et j'ai une maman, une mère qui m'a toujours fait découvrir des choses qui ont été des tournants, des clés dans ma vie. Et un jour, elle m'a partagé un article d'un magazine de santé, bio et santé, qui parle des orgonites. C'est d'une femme qui voyait ça chez son grand-père, qui avait sauvé un poirier suite à ça. Et je vois une photo de cet objet qui m'appelle. Et là, je me suis demandé ce que c'était. Et en faisant des recherches, c'est la philosophie donc de Wilhelm Reich, en fait, c'est l'orgone, qui était un scientifique dont les études allaient être appuyées par Einstein. Mais c'est un moment où étaient commercialisés les pylônes électriques. Donc, ce monsieur arrivant et nous parlant d'énergie libre, voire d'électricité, etc. Bon, il faut croire que ça n'a pas plu quelque part et il a été mis en prison. Et les trois quarts de ses écrits ont été détruits. Et c'est bien plus tard, alors j'ai plus son nom, je me rappelle plus très bien de l'histoire. Je crois que c'est aux États-Unis. Quelqu'un a repris les études, en tout cas de Wilhelm Reich, et a créé la première orgonite. Wilhelm Reich, lui, ayant créé ce qu'on appelle un générateur d'orgones. C'était une grande structure ressemblant à une cage, et dans lesquelles il plaçait des gens volontaires, et en présence d'une énergie très intense de vie, les gens rentrent en orgasme, d'où le nom orgone. Voilà. L'orgonite, l'orgone, c'est ni plus ni moins ce qu'on peut appeler le prana, le chi, l'énergie, finalement l'énergie de vie. Et ces orgonites-là, donc, sont juste des objets qui sont la combinaison de métal, sauf le fer, euh, et de métal avec un quartz. Quand c'est collé l'un à l'autre, ça génère ce qu'on appelle un effet piézoélectrique. En fait, ça conduit l'énergie et ça la transmute, ça la rééquilibre, là où il y a disharmonie. Et donc, par extension, sont des objets en résine, certaines résines à longue chaîne carbonée, qui permettent de conduire l'énergie sans que le métal touche le quartz. Et bien sûr, on sait que le cristal, bon, dans le milieu énergétique spirituel, le cristal est un conducteur d'énergie. Maintenant, selon nos intentions, il se teinte des énergies qu'on y place. Donc, pour veiller à ce qu'une orgonite porte une belle charge, ben, il faut les confectionner dans un état de joie et mettre Oui. éventuellement certains ingrédients que je mets toujours, des encens, du quartz rose, certaines plantes, etc. Et Mhm. surtout, il faut être dans la joie. Donc, à chaque fois que je fais des orgonites, je mets des écouteurs et j'écoute de la musique qui me met en joie. Certains méditent. Moi, j'aime bien chanter pendant que je fais des orgonites. Donc, c'est ça le principe. Et en fait, tout simplement, l'intérêt de ça, c'est que, contrairement à certains dispositifs, une orgonite ne va pas détruire des ondes comme les EMF, les ondes électromagnétiques. Ça va pas les détruire, mais les réharmoniser de manière à ce que ce soit pas nocif pour l'organisme. Donc voilà, D'accord. il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'orgonite, mais ça m'a beaucoup parlé, et son rôle, encore une fois, sur le vivant, puisque les créateurs d'orgonite, pour la plupart, suivent un mouvement de gifting, c'est-à-dire qu'on en crée et on en offre. Et donc, à chaque fois que je crée des pendentifs, parce que là, ça fait 3 ans que je n'ai pas pu en créer faute d'atelier, j'offre toujours une petite orgonite avec, soit patchée sur le téléphone, soit à mettre dans la nature, etc. Et c'est ça qui m'a plu, c'est que c'est un générateur donc de vie. Et le dernier aparté très important pour moi, ce sont les civilisations anciennes, notamment de la Grèce antique et Atlante. Ce qui m'a parlé, c'est que j'ai toujours été fasciné par les bijoux, l'esthétique. Là, je porte une pierre de lune qui est sertie d'argent, tout simplement. Toute pierre qui contient du quartz, en fait, au contact du métal, génère ça. Et donc, la bijouterie antique, c'est le même principe que l'orgonite. Donc, j'ai trouvé ça fascinant parce que des bijoux anciens, sertis de métal et qu'on retrouve toujours aujourd'hui, un beau saphir, etc., toute pierre contient du quartz, en fait, fonctionne comme une orgonite. Simplement, il faut veiller à nos intentions parce que ça va amplifier notre énergie. Voilà. Mm.
Merci beaucoup, Eric. C'est très intéressant. J'essaye d'être synthétique, de pas trop blinder Non, d'informations, mais non, mais c'est parfait. C'est ouais. parfait. C'est parfait, merci. Hmm. Oui, énergie, mana et chi, c'est vrai que chacun son appellation, mais c'est ce traitement des énergies, c'est vrai que si on était un peu plus informé, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui peut être assez simple. Ça peut être du bon sens, comme diraient nos remèdes de grand-mère, un petit peu de bon sens pour savoir qu'on met pas un miroir devant une entrée, qu'on va placer un lit à tel endroit dans une pièce, etc. Enfin, ça paraît complètement anodin. Et puis c'est vrai que finalement, il y a beaucoup plus de monde maintenant à être vigilant à ce genre de détails. Mais bon, c'est pas encore quelque chose qui est, on va dire, très courant. Mais de plus en plus quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a de plus en plus d'ouverture à toutes ces choses-là. Enfin, oui, je ressens que il y a vraiment de plus en plus d'ouverture, mais qui, à mon sens, vient juste de l'ouverture du cœur. J'ai l'impression qu'avec tout ce que nous traversons, même des gens entre guillemets cartésiens, s'ouvrent de plus en plus finalement à une envie d'aimer et d'être aimé. Alors ça peut paraître très fleur bleue ce que je dis, mais c'est ce que je ressens foncièrement, c'est le besoin d'amour qui fait que les gens s'ouvrent. Et donc ils s'ouvrent à ces choses-là, parce que l'opposé de l'amour, ça reste les peurs de ma constitution, ma croyance. Et voilà. Ouais, il y a de plus en plus d'ouverture. Et c'est beau à voir, et je me rends compte même dans mon travail dit à la base alimentaire, qui ne l'est plus tant que ça, parce que ça me plaît beaucoup. Et je me rends compte qu'effectivement, beaucoup de gens sont réceptifs à ça, et je ressens beaucoup moins ce double aspect de ma personnalité, où il y a cette partie-là que je dois dissimuler quelque part. En fait, Hmm. c'est une omniprésence de tout, et ça fait du bien. Bah oui. Sûrement. Alors, la première question que j'ai envie de te poser par rapport à ton parcours, c'est tu as une grande affinité depuis tout jeune avec la nature, avec les végétaux, les minéraux et les animaux. Du coup, est-ce que tu as un souvenir particulier de à peu près vers quel âge tu as entendu ton premier message, j'ai envie de dire, de plantes ou d'animaux? Qu'est-ce qui te revient si on en parle comme ça? Alors, il y a deux choses. Bon, la première, c'est une chose que je me rappelle plus, mais je crois en avoir déjà parlé. Bon, par rapport aux animaux, c'est que dès ma toute petite enfance, j'ai toujours été très lié à l'eau aussi. Et je parlais aux poissons, en fait, dans ma tête. J'ai une grande connexion avec les poissons. Et les poissons me suivaient. Je jouais littéralement avec les poissons sous l'eau. Et, Mm. euh, et les gens me croyaient pas, en fait. Puis, mais c'était mon monde. Mais pour moi, tout le monde était réceptif à ça. Et puis l'autre, bah, c'est quelque chose d'un peu plus lourd. C'est l'histoire de cette chèvre que ma famille a tuée. Bon, du côté grec, c'est une origine rurale. Et ce sont des gens, voilà, qui quelque part, aujourd'hui, j'ai compris qu'ils sont pour autant très liés à la terre. Mais le problème résidait dans un mensonge. J'ai un grand-père qui a toujours eu des brebis, qui était incapable de tuer des animaux. Et puis un jour, ma famille est venue avec cette chèvre patte attachée. Et on m'a dit, t'inquiète pas, elle va rejoindre le troupeau. Elle va rejoindre le troupeau, mais elle est très stressée donc, et un peu farouche, donc on la laisse là. Et là, j'avais 4 5 ans seulement. Et à l'heure de la sieste, tout le monde dormait, je pensais. Alors, je mets de la lumière dessus parce que le but, c'est pas de le raconter pour écœurer ou traumatiser. On met de la lumière et que cette petite chèvre est aujourd'hui en paix. On a eu l'occasion d'en parler. Et je suis allé dans le jardin et là, il fallait faire le tour d'une petite bâtisse bah, de la bergerie. Et je vois cette chèvre, le cou ensanglanté, un oncle dessus, un autre derrière. Et la première chose qui s'est produite, j'ai entendu cette chèvre, j'ai le souvenir de son regard qui m'a regardé comme une mère et elle m'a dit, va-t'en, pars. Mais pour me protéger. Mm. Et j'ai pas compris. Et là, mon oncle a compris que j'étais là. Il a levé la tête et il m'a hurlé dessus, va-t'en de là, va-t'en de là, Mm. également pour me protéger d'une manière peut-être maladroite. Et cette chèvre, bon ben, c'était pour une occasion, je me rappelle plus quoi, mais en Grèce, ils l'ont faite à la broche. Il y a des photos de moi tournant cette broche, ne comprenant rien. Tu sais, quand il y a un traumatisme, tu comprends pas.
Ma mère, très sensible, ayant toujours vu ma sensibilité, m'a jamais forcé à manger de ça. Par contre, ils m'ont forcé à manger une espèce de soupe de poule et apparemment, j'ai régurgité tout ça, hein. Et à partir de là, il y a eu un traumatisme avec la viande et ma mère devait biaiser en me disant tout le temps: «T'en fais pas, c'est de la viande blanche». Le côté blancheur, tu sais, un truc qui passait et il me faisait un petit peu manger de la viande toute mon enfance. Et, et là, j'ai compris en tout cas qu'il y a un truc qui n'allait pas, en tout cas parce que les gens ne ressentaient pas ce que je ressentais. Ou en tout cas, je me disais, comment peuvent-ils être aussi cruels avec ce que nous partageons avec les animaux? C'est plutôt ça. Et ça, je l'ai trimballé jusqu'à l'adolescence. Comment peut-on tuer un animal alors qu'il y a cette connexion-là? Et c'est à l'adolescence que j'ai compris qu'en fait, non, tout le monde n'a pas cette connexion. Et quand j'étais étudiant en fac, en biologie, j'ai fait 1 an de biologie avant de partir dans le paysage, parce que je voulais être océanographe. J'ai vite été dissuadé de ce parcours-là, mais c'était aussi un autre appel très fort. J'ai fait de la dissection et j'étais obligé de disséquer des animaux et ça a été très très compliqué pour moi. Et là, j'ai commencé à faire des cauchemars d'animaux qui étaient dépecés mais vivants et qui m'appelaient à l'aide. Et là, je suis devenu végétarien. Je pouvais plus ingurgiter de viande à ce moment-là. Ça a été un parcours jusqu'à ce que je comprenne finalement qu'il y a quelque chose qui m'appelait dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, je ne suis pas pleinement végétarien et j'ai aucune pudeur à dire ça. Il peut m'arriver de manger de la viande, mais c'est pas facile pour moi parce que quel que soit ce que j'ingurgite, j'ai la conscience et surtout les animaux, je ressens fortement la souffrance et j'ai très souvent la vision des derniers instants de l'animal. Et la blague, c'est une fois, je mangeais de la viande et j'ai vu carrément les animaux, leur allure en fait. Et donc la viande est très compliquée. Par contre, il y a des moments où j'ai besoin de manger un peu de viande et ça se résume au porc ou au poulet. En fait, je peux rien ingurgiter d'autre. Mais c'est très rare, de plus en plus. Mais pourquoi j'en mange? C'est parce que j'ai compris que il y a une question de conscience et que le végétal et les poissons souffrent autant que les animaux terrestres. Donc, c'est ça aussi qui a assis quelque chose dans ma conscience, c'est que les végétaux souffrent tout autant, mais ne l'expriment pas, et que les autres règnes souffrent de notre ignorance aujourd'hui. Voilà. Merci pour ce beau message. C'est une belle conclusion pour toutes ces histoires et puis pour ce que chacun peut être amené à se questionner, hein. C'est vrai, on a beaucoup plus de flexitariens, pardon, Oui, flexitariens, flexitarien. c'est ça, Oui. hein? Parce que finalement, beaucoup de gens se sont posé ces questions, ont évolué, alors pas forcément avec la même sensibilité que des gens comme toi qui ont pu ressentir, voir ces choses depuis tout jeune. Mais de plus en plus, il y a de végétariens, de véganes, et cetera, mais qui, sont aussi revenus sur cette conscience en acceptant que finalement, parfois, le corps a besoin, en fait. C'est vrai que, beh, il y a cette conscience, cette volonté, la philosophie qu'on a envie d'incarner, puis il y a aussi, nos besoins fondamentaux parfois qui évoluent et c'est vrai que je te rejoins, on a cette importance maintenant, c'est vraiment de s'écouter et d'écouter les besoins de nos corps, hein, en fait. Mmh, tout à fait. Et c'est une question, du coup, qui est effectivement complexe, hein, mais en fait, j'en suis venu à cette conclusion et le principal, c'est que chacun y trouve sa paix. Mais ouais, c'est important et le deuxième souvenir juste que je voulais partager parce qu'il a rien à voir, mais il définit mon rapport, au lieu notamment. Hem, c'est ce qui m'a traversé. J'avais, un ami, c'était le copain d'enfance, on va dire. On était très proches, on partageait cet amour de la nature et petit, j'avais été fasciné par, une émission sur laquelle il parlait du tombeau de Merlin à Brocéliande et qu'une légende racontait que si ce tombeau était mouillé, ça pouvait appeler la pluie. Et je sentais cette connexion au temps, comme si, la conscience pouvait, générer quelque chose et je m'étais amusé une après-midi avec lui, on était dans le jardin, à choisir une pierre et à dire: «Tu vas voir, on va appeler la pluie» et j'ai mouillé cette pierre et une demi-heure plus tard, il s'est mis à pleuvoir alors qu'il faisait très beau et ça m'avait, je l'avais pris comme un jeu gamin,
mais ça ne me paraissait pas du tout illogique, tu vois, c'était pas de l'ordre d'un pouvoir, c'était de l'ordre de j'appelle véritablement la pluie. Peux-tu venir? Pas moi en tant qu'Éric, tu vois, j'ai le pouvoir de faire pleuvoir, mais je ressens la pluie et je sais que si je lui demande ce service, elle peut venir. Et bon, elle a visiblement répondu parce que c'était dans l'innocence d'un enfant. Mais c'est ça aussi qui a généré ce rapport-là aux choses. Et quand je travaille sur un lieu, très souvent, le ciel se dégage au-dessus du lieu, ou alors quand je pose une action dans un jardin, notamment géobiologie, le vent se lève. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné dans mon enfance, surtout l'adolescence. J'ai toujours entendu que tant qu'il y aurait des arbres autour de moi ou des êtres de la nature, que je serais en sécurité si j'ai le moindre pépin ou que quelqu'un m'agresse, qu'il me suffisait de les appeler. Et ça m'a beaucoup accompagné. Mais alors, bien sûr, je n'en parlais qu'à très peu de personnes qui... Voilà. Je crois que même mes parents ne le savaient pas, mais ça faisait partie de mon monde intérieur, clairement. Mm. J'ai toujours senti cette présence qui m'enveloppait autour de moi. Voilà. Mm. C'est beau, merci pour ces partages. Merci. Moi, c'est une connexion à tous les règnes, en fait, hein. Mm. Cette conscience animale, aussi, on peut parler pour toi, enfin, pour tout le monde, mais ce contact-là avec les végétaux, donc c'est fantastique de pouvoir avoir ces descriptions et ces témoignages. Mais certains appellent ça, parce que dans mon parcours, plusieurs personnes m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu es? Tu es médium? Tu es chaman? Le mot chaman est quelque chose qui vibrait fort à un moment donné. Et, euh, et aussi l'Asie, j'ai une connexion à la nature très asiatique, je m'en suis rendu compte tardivement. Et au final, comment dire, ça me parle beaucoup, cette notion de chaman, ce voyage, ce rapport à tous les autres règnes où chaque chose est à sa place, hein, mais qu'on peut communiquer et communier tous ensemble. Après, par contre, c'est un mot qui ne m'appartient pas dans cette incarnation, puisque ce n'est pas ma culture, tu vois, et que finalement, on n'a pas besoin de ces mots. Je pense que c'est la conscience vers laquelle tout le monde est en train de tendre, tout simplement. Mais c'est aussi, je suis convaincu que tout le monde a ses aptitudes. Ça, c'est très important de le dire. Mm. Merci. Merci. Alors, merci Eric pour toutes ces explications et on a fait une petite pause là à l'instant pour essayer de régler un problème technique de son. Le On son. espère, on espère que ça passera pas à l'enregistrement, mais comme nous on l'entendait, on a essayé de, voilà, de trouver une solution. On ne sait pas si ça fonctionnera. En tout cas, merci Désolé Eric par à toi avance. d'avoir tenté de trouver aussi une solution. Voilà. Alors, si tu veux bien, Eric, on va continuer un petit peu de parler de l'art du Feng Shui. Alors, je suis désolée, je ne le prononce pas bien. Je me suis rendu compte en t'entendant que tu prononces Feng Shui. Feng Shui. Alors, logiquement, c'est comme F-O-U-N-G, S-H-O-U-E accent aigu. Ah Feng oui, Shui. Feng Shui. Ah oui, oui, Voilà. oui, ça n'a rien Feng à Shui. voir avec l'occidental. Feng Shui. Ah oui, ça Feng c'est Shui. ça. De Bon, Marie-Claire Magazine, hein. on salue bien. C'est ça. Bon, ben oui, pour nous, les Occidentaux, c'est pas un art qui est très répandu, hein, comme on le disait au début de l'émission. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette formation ou peut-être de ton expérience sur le Feng Shui et sur ben, les harmonisations de lieux finalement que tu peux faire, pratiquer, puisque tu pratiques à la fois sur les propriétés, jardins, pavillons, appartements, même une seule pièce, j'imagine, ça doit t'arriver aussi. Euh, voilà. Comment tu procèdes? Parce que j'imagine qu'on a chacun un peu nos petits secrets de fabrication, de travail, etc. Donc, on a vu, tu fabriques aussi tes propres organiques. Donc, est-ce que tu voudrais nous partager une histoire, une proposition, ou peut-être la façon dont toi tu te positionnes lorsque tu entres en contact finalement avec un lieu? Mhm. Alors la première chose, je rigole parce que j'ai mes petits oiseaux derrière dans leur volière qui prennent un bain de duvet. C'est que même la cage de mes animaux, j'ai toujours fait du feng shui dans leur cage en fait, pour qu'ils aient tout leur secteur représenté.
Donc, Excellent. tout est calculé, même eux, par rapport à leur petite date de naissance, c'est rigolo. Donc ça, c'est un premier truc. Alors, la première chose, d'où l'importance de la géobiologie, c'est pour moi de rendre le lieu vierge, de lui réapproprier en fait son essence première, même pas du bâtiment, mais de la nature qui était là à l'origine avant le bâtiment. C'est le premier truc. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve avant toute chose. On le retrouve ça dans le taoïsme, sauf que dans le feng shui très occidental, on parle que d'aménagement d'un espace. Et c'est là aussi que la géobiologie intervient. Donc la première chose, c'est comment je me sens dans un lieu. Ensuite, eh ben, de le purifier, d'enlever les mémoires et d'y placer des bonnes intentions, et notamment une intention d'harmonie entre les occupants et le lieu. Et à partir de là, le feng shui devient la cerise sur le gâteau, mais la cerise qui peut être très puissante sur le gâteau. Ça, c'est le premier point. Et puis, la petite parenthèse aussi, c'est que suite à l'émission Gamin, j'avais lu un livre que ma mère m'avait offert de Karen Kingston, qui est la première dont j'avais lu un livre sur le feng shui. Et ce qui m'avait beaucoup parlé, c'est que c'est une femme qui vivait, en tout cas à l'époque, entre Londres et Bali. Et elle parlait de beaucoup de rituels balinais, de purification, etc. Et ça a beaucoup inspiré mon travail. Cette notion de purification j'ai pas de technique, on va dire, apprise. C'est plutôt un métissage de beaucoup de cultures qui m'ont appelé. Mais ce qui se retrouve souvent, déjà pour retrouver l'énergie originelle, c'est d'appeler tous les éléments de la nature, donc de travailler avec l'eau, l'encens, le sel, les coquillages, parce que la nacre, ça représente l'arc-en-ciel. On dit que c'est fait selon le timing divin, donc ça permet aussi de réapporter quelque chose d'original. Voilà. Donc je travaille avec tous les éléments pour purifier un lieu. Une fois que c'est fait, le feng shui peut commencer. Et avant tout, il y a quand même cette histoire de géobiologie où interviennent les orgonites et la pose des pierres. En fait, l'art de bien orienter des pierres, bah, comme on retrouve à Stonehenge, ou l'art de la pierre levée, en fait, c'est de poser des pierres à certains endroits dans leur sens de formation géologique. Et c'est une technique pour ressentir comment elle s'oriente, comment elle était originalement. Les orgonites permettent de remplacer les pierres quand on se trouve dans un appartement, par exemple, etc., ou encore de piquer la terre avec des tiges métalliques. Voilà, ça fait partie de certaines techniques. Et donc, le feng shui, j'avais besoin de parler de la phase précédente parce que pour moi, elle est quand même primordiale. C'est la première des choses, si on veut être en harmonie avec un lieu, et ben de lui rendre quelque part ce qui est juste pour lui, son essence première. Et à partir de là, on peut savoir si oui ou non il y a bonne compatibilité, si on va s'entendre. Mais en général, quand on met de l'amour sur un lieu, il accepte de nous aider en retour, voire de nous accueillir. Et le feng shui, il y a trois écoles. Première, c'est important de préciser ça par rapport à cette occidentalisation massive, on va dire. Il y a trois écoles. La première chose, c'est que les anciens regarder le grand paysage avant de construire un lieu. Donc, il y a des lieux qui vont être propices à notre santé, à notre épanouissement. S'il y a santé, il y a équilibre et donc il y a développement de soi. Donc, on regardait, on observait et on construisait en fonction du lieu. J'ai une vidéo avec mon ami Bérangère, je vais pas trop parler de ça parce que je sens qu'on parle de plein de choses, qui a été dédié sur le feng shui, une interview justement de mon ami Bérangère que sur le feng shui, où j'explique plus en détail. Donc on appelle ça l'école de la forme, comment construire à quel endroit un lieu. Ensuite, l'école de la boussole, c'est à l'intérieur d'un lieu, on va avoir des secteurs de vie, soit par rapport au nord magnétique cardinal, qui permet de positionner ce qu'on appelle le pakwa, les secteurs de vie, soit par rapport à la porte d'entrée, soit un autre secteur s'il y a un problème dans le lieu, une affliction, et qu'il faut tout prendre dans un autre sens. Et pour finir, l'école des étoiles volantes, la Flying Star, qui prend en compte notre date de naissance, la dimension temporelle, notre installation dans le lieu, la date de construction, etc., et qui nous permet
de positionner des remèdes très très précis et qui pour moi est une des écoles la plus puissante. En fait, les deux, je dirais les plus puissantes, c'est l'école de la forme là où est implanté le lieu et ces histoires de dates. Le reste, le pas quoi, c'est vraiment pour accompagner la vie au mieux possible, hein, mais c'est pas le plus important. Voilà. Donc ce sont ces trois choses. Les trois sont quand même complémentaires, d'après toi? Complètement. Les trois sont complémentaires et il y a deux phrases qui me parlent beaucoup. Je me suis beaucoup auto-formé. En fait, l'enseignement d'Agnès Dumanger était très bien. Maintenant, pour moi, de ce que j'en ressentais, il manquait beaucoup de choses. Et j'ai énormément lu, écouté des enseignements divers et variés. Il faut savoir que le Feng Shui, donc, qui était une science réservée à l'élite impériale, que ça a été détruit à un moment donné. Et ça a été détruit et du coup, c'était une tradition orale. Donc, c'est un savoir qui est certes précis sur certains points, mais dont il y a plusieurs écoles qui sont plus ou moins d'accord, etc. Mm. Et ça m'a posé problème de rentrer dans un conflit de savoir et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où tu restes bien centré en toi, tu as aussi cette part intuitive dont parle d'ailleurs le Feng Shui taoïste. C'est un Mm. volet très très important, l'écoute de ce que ton corps ressent dans l'espace. Et donc c'est pour ça que je me dis praticien Feng Shui. Je suis pas du tout maître. Pour être maître en Asie, logiquement, c'est après 40 ans d'exercice au moins pour pouvoir se dire maître Feng Shui. Et je pratique parce que je découvre à chaque fois. Mm. Mais il y a ce volet aussi intuitif. Et par contre, quand c'est juste, je le ressens parce que il y a de la joie dans l'air. Et il y a une dimension, ce qui est le plus drôle, c'est que tu as l'impression que le lieu a toujours été ainsi. Il y a ce sentiment de retour à la maison, quelque chose de tellement confortable que tu as vraiment l'impression que c'était toujours ainsi. Voilà. Et le lieu t'envoie sa gratitude, j'imagine, chaque fois que tu œuvres pour Oui. ce lieu, pour l'harmonie de tous, en fait. Ben, c'est un cadeau parce que, alors oui, il me renvoie de la gratitude et c'est là que le côté plus collectif intervient. Et Mm. c'est drôle de faire cette interview aujourd'hui parce que même la manière dont je me suis habillée, coiffée et tout, comme je t'avais dit avant de parler, ben, ces 3 dernières années, j'ai vécu un trou noir dans ma vie. On a tous vécu des trous noirs et tout ce volet a disparu. Ça a été détruit et j'ai l'impression de revêtir des anciens habits, mais qui finalement étaient des habits. C'était bien la part de mon âme qui a ça à vivre, qui a ça à apporter et qui devait être détruit à un moment donné pour pouvoir guérir ce qui était beaucoup plus profond, plus enfoui. Et je suis touché de pouvoir en parler parce que je me rends compte que cette flamme n'est pas éteinte et Mm. qu'en réalité, le feng shui, ça s'adresse donc à des gens. Mais mon but plus grand, c'est vraiment d'aider la Terre, en fait. D'aider la Terre. Si la Terre, elle est bien, en fait, comment dire, elle génère une harmonie qui nous porte et qui nous aide aussi dans nos transformations. Donc, Mm. c'est non pas que l'humain ne m'intéresse pas, bien sûr que j'ai envie de voir les gens heureux, mais de prime abord, je pourrais presque parler de quelque chose de dévotionnel par rapport à la nature, de dévotion dans un sens sacré du terme. Mm. C'est que c'est un devoir de mon âme de révéler les lieux pour qu'ils retrouvent leur pleine essence. Mm. Voilà. Magnifique. Ah bah c'est bien beau tout ce qu'on se dit. C'est magnifique, c'est chouette. Ben oui, puis ça fait tellement plaisir d'entendre ces mots, ça fait tellement du bien aussi à nos cœurs. C'est de savoir qu'on peut finalement toujours harmoniser quelque chose, une situation, une relation. Les gens, très longtemps, on est tous restés dans des carcans complètement fermés sans s'ouvrir sur des possibilités de changement. Et je vois beaucoup de gens sont coincés comme ça parce qu'ils ne savent pas, c'est l'ignorance qui fait qu'ils ne savent pas qu'il y a des solutions, ben, j'ai envie de dire à tout en fait. Oui, Et parfois, on ne va pas chercher sur des terrains pourtant essentiels. Comme je disais tout à l'heure, j'aime bien les remèdes de grand-mère, mais c'est du bon sens en fait. Mais parfois, en n'ayant pas accès à cette connaissance, c'est vrai que se dire, ah bah, on peut développer des choses, j'ai envie de dire, vraiment dramatiques, parce qu'effectivement, le feng shui, ça permet aussi d'éviter d'avoir son lit à un endroit, je veux dire, d'avoir un bureau à un endroit
ne va pas être bon pour soi. C'est-à-dire que ce sont des endroits où on reste quand même des heures. Dans le lit, on dort des heures. Devant un bureau, on peut y passer des heures. Tout C'est à fait. important de savoir où on place un bureau. Donc, dans sa maison, c'est important de savoir, mais même au travail, j'ai envie de dire, à quand le feng shui dans les entreprises pour que ça se Ah oui, développe. oui. Mais en fait, tu parles des directions, tu en as parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir aussi en feng shui, c'est que par rapport à ta date de naissance, on appartient à deux groupes, ouest ou est, avec Mm. quatre directions favorables ou défavorables. Et selon ton numéro même précisément, ces quatre directions favorables pour deux personnes ne seront pas les mêmes. Pour l'un sera l'amour, d'autre la vitalité, etc. Donc c'est vraiment très lié à chacun. Et ce qui est très intéressant dans ces directions personnelles aussi, c'est que elles correspondent euh, à la position des astres le jour de ta naissance. C'est-à-dire que quand tu te mets dans tes bonnes directions, tu te mets dans ta plus belle conjonction. C'est comme si tu déplaçais la grande ours. En fait, tu retrouves cet axe dans le feng shui, pour le coup cosmotellurique. Tu vois? Donc en fait, c'est pour ça que j'essaye de rester synthétique parce que le feng shui, c'est une arborescence. J'en apprends toujours, toujours, toujours. C'est hallucinant. Mais c'est merveilleux, oui. Et c'est énormément de bon sens, comme tu le dis. Et à la base, c'était une observation simplement minutieuse de la nature, comme le savent le faire les Asiatiques, en fait. Tout Oui. simplement. Mm. Bon, c'est super, ça nous donne, enfin, toi, je ne sais pas. Moi, ça me donne super envie de savoir. Je ne savais pas qu'il y avait, enfin, en même temps, si, c'est vrai que la philosophie asiatique et même l'horoscope asiatique, hein, on parle d'horoscope asiatique, je ne sais pas s'il n'y a pas un autre nom. Ah, je Un sais pas, horoscope on parle asiatique. de la divination, il y a le I Ching qui est aussi très Oui, important, qu'on oui, appelle le I Ching. oui. Ouais, je sais pas. Puis il y Bon, a en tout aussi un... cas, ils ont un champ informationnel, des ouvertures de lecture, des grilles de lecture en tout cas, qui sont très très puissantes, très détaillées, très impressionnantes, hein. C'est vrai que au début, on regarde ça un petit peu de loin, mais quand on s'y intéresse d'un peu plus près, ça peut vite devenir très impressionnant et puis d'une grande précision, hein, c'est vrai. Et il faut pas que l'intuition s'égare, justement. Pardon. C'est Oui, le truc qui peut être surprenant. Il y a tellement de connaissances à avoir que oui, c'est un vrai exercice, en tout cas, de se rappeler, oui, mais moi, qu'est-ce que j'en fais aussi? avec chacun son discernement, oui, bien sûr, j'imagine. Alors. Oh là là, qui me réserve-tu? Eh bien, je suis super heureuse maintenant de passer à les oracles d'Eric. Voilà, alors on l'a pas dit, Les bébés. mais Eric a fait des bébés. Voilà, alors je vous les présente. Donc, c'est Messages des plantes du monde. Alors, oui, pardon, Messages des plantes et du monde, donc aux éditions Be Light, voilà, que tu as sorti en 2019, que j'aime beaucoup, que j'ai depuis longtemps, enfin longtemps, depuis 2019. Et Messages des poissons du monde. Alors, même chose aux éditions Be Light. Voilà. Hop. J'en Alors, profite pour comme, embrasser très chaleureusement mes éditeurs, Malou et Eric d'ailleurs, qui sont comme une famille pour moi. ah, super. Alors, comme on peut le voir, alors, celui-ci est sorti en 2020. Alors, je ne sais pas, tu peux peut-être nous dire, parce que évidemment, ça sort, mais tu as dû les écrire, parce que tu en as exécuté les peintures. Il faut savoir que chacune de ces cartes, alors je vais ouvrir, si tu permets, je les ouvre. Youpi! Ça, Alors, c'est un trésor, ces cartes, c'est-à-dire que c'est un oracle avec des plantes. Et ces plantes, alors je vous montre une carte, voici, hop. Alors, on a quoi qui sort? J'ai pris au le hasard, hein. kiwi, Le la kiwi. kiwi. Votre grande générosité illustre la beauté de votre âme divine, j'adore. Donc voilà, alors, si tu veux nous raconter un peu l'histoire de ces cartes? Parce que je sais que chacune que l'on peut observer, alors les gens qui nous regardent pourront effectivement s'apercevoir que
il y a une partie très ressemblante et une partie plus figurative. Alors, on pourrait croire que c'est l'aura de la plante ou l'énergie de la plante. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça pendant que je les montre? Oui, alors ça c'est très drôle, c'est une plante que j'ai rachetée hier. Et c'était un fort symbole, l'Oyabella, très très symbolique. Comment ça s'est passé en fait, c'est que bon, les plantes sont rentrées en conscience grâce à un tonton, pareil, j'avais une dizaine d'années, qui avait des jolies plantes, dont une orchidée de sa maman qui avait plus de 50 ans. Et c'est lui qui m'a offert ma première bouture de plantes. Et puis c'était sous un Velux. Et puis ensuite j'ai dit à mes parents, ah je l'aime bien celle-ci, je peux l'acheter. La table s'est remplie de plantes et ça a commencé à aller dans les autres pièces. Et les plantes m'ont parlé. Je ressentais des émotions des plantes, et notamment quand j'étais étudiant avec des amaryllis, ce sont les premières plantes qui m'ont parlé. Elles me déconcentraient littéralement alors qu'elles fleurissaient. Je révisais un cours d'histoire géo et j'arrêtais pas d'entendre regarde-nous, regarde-nous. Et, et oui, vous êtes belle. Et c'était tellement insistant qu'au bout d'un moment, je leur ai dit, écoutez, par contre, s'il vous plaît, laissez-moi travailler Lâchez-moi parce la que là, grappe. j'ai du mal, mais je vais devoir vous mettre dans la chambre d'à côté. Et elle continuait, et il y en a une des deux qui vibrait tellement fort que j'ai dû la mettre dans la chambre de mon frère. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, il y a un truc bizarre, je viens de déplacer une plante. Et là, pour le coup, c'était vraiment bizarre d'entendre une plante et c'est quelque chose qui s'est installé, en fait, qui était comme ça en moi, mais instinctif et très naturel, et j'en parlais à personne. Mais oui, les plantes dégagent des énergies, des émotions. Je sais que quand j'en mettais côte à côte, il y en a qui me disaient, ah non, je veux pas être à côté de celle-là. Ou, ah si, ça, on va se faire du bien. Et il y a quelques années, ben, je ressentais cette envie d'oracle. Bon, j'ai découvert les oracles grâce à Dorine Virtue, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, qui encore dans cette énergie d'antan a été une tante, une tata de cœur dans son énergie. Tout son univers vibrait très fort avec ce que je vivais. Et j'ai eu l'appel de faire un oracle. J'avais envie de retranscrire finalement ce que les plantes me disaient. Et ça a été très simple. Je me suis posée dans mon jardin et j'entendais toutes les plantes que tu as rencontrées dans ta vie veulent partager un message qu'elles t'ont transmis à un moment donné. Et donc, j'ai pris note, le nom de chaque plante. Et c'est vrai, qu'est-ce que tu m'as dit à tel moment? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Et une phrase sortait. Et j'insiste sur le fait que c'est pas forcément le message absolu de chaque plante, hein, mais c'est comme une émanation. C'est une de leurs émanations qu'elles nous apportent, en fait. Et c'est ça que j'avais envie de retranscrire. Et pour les peintures, c'était une grande interrogation. Je me disais, bon, je vais prendre des photos. Non, non, tu vas les dessiner. Mes 68 plantes, je vais pas les dessiner. Ça va me mettre je ne sais pas combien de temps. Si, si, tu vas les dessiner. Là, c'était ma guidance intérieure. Et j'ai commencé à les dessiner. J'ai toujours eu ce graphisme, même étudiant un peu au stylo, et j'adore l'aquarelle et le pastel. Et je commençais à les dessiner plus ou moins précisément au stylo. Et derrière, j'entendais, bon, bah, tu prends l'aquarelle. Et là, ma main partait toute seule. Et c'était la seule jusqu'à présent expérience de création automatique parce que le pinceau partait littéralement dans mes couleurs et des mélanges se faisaient tout seuls. Et quand c'était terminé, il y avait une espèce de point final, comme un bam. Et je savais que c'était activé et terminé. Donc ça s'est fait, c'était une super expérience parce que j'ai mis une semaine pour toutes les dessiner en fait. Ah waouh, c'est allé super vite. Voilà. Après, par contre, c'était un travail de retouche sur Photoshop, d'assembler cette part stylo aquarelle. Mais c'est pareil, c'est pas du tout un tabou parce que étudiant, c'est un moyen comme un autre. Et avec Photoshop, j'ai pu rajouter des effets de lumière, mais qui rentraient toujours dans ce process de créa jusqu'à ce qu'il y ait cette vibration finale de la plante. Et là, elles étaient contentes. Et quand elles étaient contentes, ça voulait dire c'est bon, c'est terminé. Mais des amis me disaient à proprement parler que l'illustration en elle-même est une information par les couleurs, en fait. Et la couleur est aussi quelque chose de très important dans ma vie. Et voilà, donc c'est une synergie, mais qui est née comme ça. Les plantes voulaient que je partage ce qu'elles m'ont apporté à moi. Alors ici, hein, je pense on a vu un bon panel. On a pu observer qu'effectivement, il y en a qui sont dans une définition très, très précise, hein, ici. Voilà, mais on voit cette extension de couleur. J'aime beaucoup celle-ci parce qu'il y a cet aspect mystique, magnifique qu'on observe. Et puis celle-ci, par exemple, où on voit le détail de la plante et on voit ces couleurs qui débordent, vraiment
On parle de gourmandise, d'abondance. Enfin, moi, j'aime bien ce terme-là. Tout autour, c'est très, très beau. Hein, Donc c'est en Merci, quelque Eric. sorte, en tout cas, oui, les couleurs de ce qui m'est venu, c'est de l'ordre de l'aura de la plante. En tout cas, c'est vrai, j'ai pas Oui. répondu à ça, mais effectivement, je pense que en tout cas, c'est une retranscription de comment je perçois leurs énergies. L'amour, l'amour. L'amour, l'amour. Ah, j'ai vu les agapantes aussi passer tout à l'heure. Oui, et la pivoine. Le muguet bientôt. Il est coquin, le muguet. Le nard, j'adore aussi. Ah, lui, je l'ai jamais vu en vrai, juste en huile Ah oui? essentielle. Et je l'ai retranscrit parce que c'est une huile que j'utilise beaucoup. Et j'ai dû faire des recherches sur lui pour saisir sa représentation, en fait. Alors, j'ai envie de prendre le nard. Tu me permets? Alors, il y a le petit livret magnifique. Donc, le nard, ce qui est super dans tes deux oracles, hein, encore une fois, on parlait de tes connaissances au début de l'émission, c'est toutes ces connaissances et travaux de recherche que tu as eus ben, pour faire ces oracles, mais que tu retransmets à chacune de tes vidéos, hein, puisque à chacune de tes vidéos, tu parles des plantes, puisque tu offres une petite méditation à la fin de chacune de tes guidances. Hein. Alors je sais, tu utilises d'autres oracles de plein d'autres personnes suivant ton élan du moment, mais très souvent, donc tu utilises à la fin de ta guidance, de ta vidéo, tu vas mettre une plante et c'est toujours une de tes plantes. Alors, je sais pas, peut-être des fois tu as utilisé des plantes que tu n'as pas toi, mais c'est vrai que tu as énormément de plantes chez toi. Je me suis mis dans le seul coin qui n'est pas végétalisé. Si, il y en a une à côté de toi. D'ailleurs, Oui. Un beau philodendron magnifique, hein. Oui. donc c'est prodigieux, ces recherches, ça regorge d'informations. Donc je vous lis celle-ci. Donc le nard s'intitule en fait le nard Jatamansi. Votre nature sacrée suffit à tout purifier et transformer en lumière. Je trouve magnifique. Son origine, elle vient donc du Népal. Le nard est une plante très spirituelle et son énergie est un nectar ancien de connaissances divines. Le côtoyer ou le sentir nous élève très rapidement spirituellement et nous invite à la claire connaissance. C'est fantastique. On a tous envie d'avoir un nard à la maison. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus Le sur nord? ce nard? Parce que dans tes vidéos, tu vas donner des informations qui se trouvent dans ce petit livret. Mais en général, tu lis à peine ce petit livret. Je veux dire, tu as toujours énormément d'informations en direct et qui viennent agrémenter finalement celles qu'on peut déjà avoir grâce à ton oracle. Est-ce que tu Et as puis, envie de... et puis, il y en a beaucoup aussi qui ne sont pas dans l'oracle aussi. Et, Oui, euh, et à un moment donné, c'était posé la question, est-ce qu'il n'y en aura pas une suite pour compléter celui-ci? Parce que il y a de plus en magnifique. plus de plantes qui ont envie. Moi aussi, je veux y aller. Alors, ce que je voulais juste dire aussi, c'est que c'est un oracle qui parle de tout type de plantes, hein, alors qu'il existe plein d'oracles sur les arbres ou les aromatiques, les fleurs, etc. Et justement, c'est un peu finalement comme la diversité humaine. Ce qui m'importe, en fait, c'est pas une famille de plantes, c'était vraiment de mettre en lumière le règne des végétaux, tout simplement. Donc c'est pour ça que certains se sont proposés. Et c'est aussi une invitation à ce que les gens écoutent encore plus leur intuition, quelle que soit la plante qu'ils rencontrent, même si Mm, elle n'est pas dans l'oracle en fait, mais de mm, se laisser aller à ce qu'on ressent. Voilà, c'était un peu le but, de sensibiliser à ça. Le nard, on dit que c'est une plante qui était connectée au Christ et que le Christ utilisait lui-même. De ce que j'en perçois là, c'est très personnel, c'est plus une notion de claire connaissance, on va dire. Pour moi, ça vient vraiment purifier le hara, tu vois, mm. au niveau du plexus. C'est très utilisé pour assainir la peau aussi, mais aussi pour les problèmes de chute de cheveux. Donc, c'est très intéressant pour plein de choses comme ça. C'est une senteur qui est mystique et je l'ai jamais vue en vrai.
mais de ce que je perçois, c'est une plante, juste en l'approchant, tu vois qu'autour d'elle, en fait, c'est un peu comme la licorne. Seuls des êtres purs peuvent l'approcher. Mm. Quelqu'un qui est dans des mauvaises intentions ne verra même pas cette plante. En revanche, tu vois, il émane quelque chose de presque miraculeux à son contact. Et je parle là même de la plante vivante. Si tu vois un art, tu pourras l'approcher uniquement dans cette pureté. Et là, tu peux avoir des révélations, voire une notion de miracle, à savoir quelque chose d'inattendu, de soudain et de très beau. Et c'est tout ce que je souhaite à tout le monde d'ailleurs aujourd'hui, de l'inattendu et du très beau. C'est Voilà, vrai. Est-ce que tu penses qu'il y a une plante qui veut se manifester avec nous là maintenant tout de suite? ouais, c'est l'amaryllis qui me vient. L'amaryllis, parce qu'en plus, c'est marrant, j'en ai actuellement dans mon sous-sol qui sont en dormance depuis des années. En hiver, ils doivent rentrer en dormance. Et là, ils sont tous en train de percer. Ils commencent à sortir leurs boutons en me disant, là, on veut sortir, tu nous sors. Voilà. Et ben, c'est d'ailleurs, c'est rigolo. C'est vrai que j'ai raconté l'anecdote de l'amaryllis tout à l'heure qui me perturbait. L'amaryllis, c'est le chant victorieux, de l'être-té, quelque part. C'est, je mets en mouvement tout ce que j'ai découvert de moi-même et sans peur ni arrière-pensée. Je chante l'être que je suis, je le montre et de ce fait, l'univers me répond. Tu vois, il y a vraiment cette notion de, comment dire, il n'y a plus de problématique de légitimité. Parce que je suis dans cette simplicité, je rayonne cette puissance qui peut enfin être mise en mouvement et en interaction avec tout ce qui m'entoure. Donc ce serait plutôt l'énergie de l'instant présent. Il est temps et de se laisser aller à ça parce que c'est très puissant. Alors je tiens quand même à préciser que j'ai des très belles paroles. Et je remercie la vie de pouvoir me connecter au sacré, mais que comme tout le monde, j'expérimente mes challenges, mes gros ras-le-bol. Je tiens à le préciser parce que je suis sur un chemin comme nous tous et que je retranscris des choses, mais je suis avant tout humain avec mes challenges et que tout ce que je dis, je le prends aussi comme un enseignement. D'accord? Si c'était de l'acquis, je pense que je serais pas incarnée. Je fais au mieux à chaque instant. Mais par contre, je suis très douée pour retranscrire les merveilleuses choses. Non, mais voilà, je tiens à le dire parce que c'est vraiment important On est là et que pour ça, tout on à est là fait. pour Merci, ça et pour avancer et on fait au mieux et c'est ma clé de sortie actuellement de me Mm. dire dans toutes les souffrances que je ressens, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime en totalité. Et la Marie-Lise, il me dit ça justement. Ben, même dans ma souffrance, j'ai plus peur de parler, de me montrer avec cette souffrance parce Mm. que je choisis d'avancer. Et c'est ce que vient dire la Marie-Lise. N'aie pas peur de, voilà, il n'y a rien à cacher en fait. Mm. On a juste à choisir ce qu'on désire et à essayer de faire au mieux vers ce désir. Merci beaucoup, Eric. Euh, je suis très heureuse que tu partages ce que tu viens de nous dire parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on avait très envie de t'inviter parce que justement, alors évidemment, ça va être encore des compliments, mais c'est bien les compliments, mais comment dire ça? C'est difficile de complimenter sans porter des jugements. Tu vois, moi, c'est mon chemin en ce moment. J'essaye de ne pas être dans une forme de jugement, mais à la fois de t'offrir toute ma gratitude aussi, de reconnaissance à travers ce que tu transmets. Évidemment qu'il y a beaucoup de gens sur la toile, il y a beaucoup de monde, et c'est important. Et comment parler finalement de toi aujourd'hui sans dénigrer quelques autres, tu vois, c'est pas ce que je veux faire non plus. Mais je tiens quand même à dire et à ressouligner ce que tu viens d'exprimer, c'est qu'il y a quelque chose de remarquable chez toi, c'est bien cette qualité que tu as toujours eue d'être transparent et pas transparent dans le mauvais sens. C'est transparent sur ton chemin de vie, sur tes aléas, tes coups de cœur, tes coups de force, tes coups de gueule. Et c'est quelque chose et on le voit de toute façon, hein, tu as de nombreux followers, comme on dit. Et c'est quelque chose qui est tellement important. La vie, c'est un ensemble d'éléments, un ensemble de choses qui font que on est humain, qu'on vient nourrir une polarité, une autre, mais surtout qu'on échelle, enfin,
qu'on essaye et qu'on cherche tous notre paix intérieure, notre équilibre. Et je tiens à féliciter et à mettre en lumière ça chez toi, et notamment par le biais de cette émission que je suis heureuse de faire avec toi aujourd'hui, et qu'on est ravis de t'accueillir pour nous parler de tout ce que tu fais, parce qu'encore une fois, euh, c'est là qu'on voit, j'ai envie de dire, sincèrement, Eric, c'est là qu'on peut observer où en sont les gens. J'ai envie de dire, dans leur cheminement, c'est lorsque la créativité se pointe à ce point-là, c'est que quand même, quelque part, ces êtres, âmes, ont quand même bien cheminé, bien avancé sur leur parcours. Et toi, en l'occurrence, tu touches à tellement de choses et avec délicatesse, sensibilité et adresse que ça force le respect, vraiment. Donc, pour quelqu'un qui est capable de retranscrire autant de choses, tes recherches, etc. Oui, bon, je t'avais prévenu, hein, ça va être Ah compliqué. ouais, là, c'est too much. Mais c'était important, et tu vois ma sincérité, je le sais. Donc, non, je ne suis pas lourde. Je fais un poids convenable, tout à fait. Mais ce que je veux dire vraiment, c'est que voilà, c'est remarquable. Il y a du travail, il y a de la recherche, de l'assiduité, de la persévérance et beaucoup de courage. Et je trouve ça admirable. Voilà. Et quand on a la chance de rencontrer des gens admirables, c'est important de leur dire, surtout quand on voit toutes ces choses qui existent autour. Alors oui, certes, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui existent, et tout est co-complémentaire. J'aime ce mot. Nous sommes tous co-complémentaires, donc vous ne posez pas de questions pour vous dire, mince, je suis de quel bord, comment ça se passe? Non, en fait, on s'en fiche complètement. L'important, c'est de trouver de la joie dans tout ce qu'on peut faire, en fait, au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu en penses, toi? J'ai rien à ajouter. Bon, en tout cas, Merci Eric, en tout cas, Merci à vous. pour tous tes partages. C'est vrai que tout ça, c'est prodigieux. prodigieux. Et pour terminer sur l'oracle des plantes, sauf si tu veux dire autre Mhm. chose, ce petit livret, alors j'ai lu succinctement pour le Nard Jatamansi, mais Ouais. tu fais une description de la plante, de ses origines, mais tu donnes aussi le message de la plante au moment où tu as fabriqué cet oracle et l'affirmation positive. Alors, je dois dire aussi, alors c'est un petit peu le même processus que tu as réitéré pour l'oracle suivant, hein, des messages des poissons. Mais c'est ça qui est super, c'est que finalement, non seulement on a un message, mais on a une proposition d'affirmation positive qui nourrit, reprogramme quelque part aussi en nous cette possibilité de voir différemment les choses et donc de s'approprier cette énergie, de s'approprier cette verbalisation qui est tellement importante aussi. C'est quelque chose qui, pour le coup, j'ai pas tant de mérite sur le concept parce que c'est quelque chose que j'avais déjà vu, tu vois, dans d'autres oracles. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est aussi Louise Hay que ma mère lisait quand j'étais gosse. Et je suis tombée par hasard sur un livre de Louise Hay, donc ça remonte à très longtemps. Et ça m'avait bien parlé. Maintenant, je n'ai, pour être sincère, jamais trouvé que, comment dire, que c'était si puissant que ça. Quand on parle du verbe créateur, Mm. je m'étais intéressée au langage des oiseaux en alchimie, à plein de choses autour du verbe. Il y a toujours quelque chose qui a dissonné, et notamment un moment où je suis devenue, on va dire, un peu plus cash, où il m'arrive de dire des gros mots. C'est peut-être le côté méditerranéen grec. Et je me suis rendu compte qu'en fait, certains mots, c'est juste l'intention qui conduit le mot qu'on prononce. Maintenant, j'ai mis ces affirmations et j'en fais toujours dans mes vidéos, non pas dans la conscience que ces simples mots sont magiques, mais comme tu viens de le dire, comme une proposition que autre chose existe. Parce que des fois, moi-même, quand je lis les affirmations de mon oracle ou d'ailleurs, même quand je fais mes vidéos, je me dis, oh, c'est trop beau, j'aimerais bien y croire, même en direct pendant que je tourne ma vidéo. Là, je me dis, t'es bien mignon, Eric, c'est mignon ce que tu es en train de dire. Je rigole, mais je sais que je dois le formuler parce que ça ouvre, en tout cas, à quelque chose qu'on ne s'attend pas à entendre à ce moment-là. Et c'est plutôt une brèche qui vient proposer derrière, tu vois. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc,
au final, je trouve que c'est magique, mais pas dans le sens que je pense que le commun des mortels imagine. C'est pas en Mm. disant ces trois mots que ça y est, ta réalité est transformée. Mais ça vient titiller quelque chose, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'adore l'EFT, parce que en EFT, une fois qu'on a fait le tapping sur ce qui ne va pas, il y a toujours le tapping que j'appelle de l'ouverture. Même si j'ai longtemps cru que j'étais nulle, etc., je choisis de croire qu'il existe la réussite, la fierté, la reconnaissance. C'est possible, hein. Et quand je fais de l'EFT dans mes consultations aussi avec des patients, il y a toujours ce moment d'ouverture qui est très important. C'est même si tu ne crois plus en rien, tu es d'accord avec moi qu'il y a des gens qui expérimentent la richesse, l'amour, je ne sais pas quoi. Mais pour l'instant, te demande juste d'accepter le fait, bah, ça existe autour de toi. Donc, Mm. on va proposer ça et enfin, bah, on va dire, bah, moi, je le mérite. Donc Mm. voilà, c'est ça que je voulais juste préciser dans mes affirmations positives. C'est comme ça que je le ressens. C'est une ouverture de dire, regarde, c'est possible. Comme, regarde, c'est possible que juste en pensant à la plante, tu bénéficies de leurs propriétés. Là, c'est encore autre chose, c'est de la physique quantique. Bon. Et tu vois, c'est mon problème, c'est presque la dispersion, en fait. C'est que je me sens tellement relié à toutes ces choses-là que tu parles d'une richesse, et je t'avais dit hors vidéo que durant toute mon enfance, au contraire, ma famille, des thérapeutes disaient attention parce que Eric, il se disperse trop. C'est un torrent fougueux. Il faut le canaliser. Et en fait, c'est ça qui fait partie de moi. Donc, c'est un ensemble. C'est aussi pour ça que je savais pas trop de quoi parler dans cette vidéo. Il y a tellement de choses à dire. On peut parler de Oui. tout. Et c'est prodigieux. Bon, en tout cas, merci pour tous tes talents parce que tu te permets et tu t'autorises à nous les partager et c'est pour notre plus grande joie. Pour ceux qui te connaissent déjà, puis ceux qui ne te connaissent pas encore, écoute, j'espère que tu vas pouvoir continuer de t'épanouir dans tes arts et à travers tes arts. C'est une grande richesse. Et Merci. avec synthèse et clarté, donc c'est parfait. Ouais, Merci. Ah, c'est tant mieux. Alors, si ça reste synthétique. Oui, oui. alors, on va passer présenter ton deuxième oracle, si tu veux bien. Oui. Norbert va avoir quelques questions, je pense, parce que là, on passe au règne animal. Alors, tu nous as bien parlé du règne végétal, déjà, et le monde des poissons. Alors, je t'avoue que je t'avais déjà vu aussi dans tes vidéos avec tes aquariums, tes poissons, etc. Donc, je t'avais déjà vu en communication aussi avec eux. Et moi, je suis fascinée par la communication en tout genre, hein, parce que c'est vrai que quand on n'est pas habitué, tous petits, on a communié avec la nature d'une manière ou d'une autre, hein, pour ceux qui ont eu la chance de grandir dans la nature, bien sûr. Mais voilà, être en communication directe, j'essaye toujours de communiquer avec mon chat. Et Mhm. je sens que des fois, il me regarde en mode, mais pour te raconter quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Voilà, donc C'est pas... je sais que ce chat m'a envoyé des images, tu vois. Donc j'en Mhm. suis moi à ce stade-là. Ce chat m'a envoyé des images parfois, mais pas plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me fascine. Je pense fascine plein de gens, hein, de toute façon. Mais voilà. Donc ton oracle des poissons. Alors pareil, il est incroyable de plein d'informations, de énormément d'informations. Et alors même chose, tu as fait les dessins. Oui. Donc, il y en a beaucoup. Alors, c'était. Qu'est-ce que je t'ai dit? J'en ai tiré une l'autre jour. C'était le Black Molly. Oui. Ah Voilà. non, ça c'est l'ancistrus. Oui, ça, c'est l'Ancistrus. Mais la première carte que j'ai tirée l'autre jour, c'était le Black Molly. Alors, j'étais toute contente avec mon petit Black Molly que je ne connaissais pas. Alors, évidemment, tu expliques hein, que ce sont des poissons assez connus pour les aquariophiles. Et que d'eau douce, en fait. Ah, d'accord. Et Beaucoup que plus d'eau sont que douce. des poissons d'eau douce. Ok. Donc, celui-ci qui est sorti en 2020, hein. Voilà, le tétraqueur saignant, par exemple. Alors, comme vous remarquez, il n'y a pas d'aura, contrairement aux plantes. Oui, C'est quelque chose qui m'avait surpris. Et en réalité, enfin, c'est ma réalité. Ce que j'ai entendu, c'est que ben, ils n'ont pas d'aura. Leur aura, c'est ce que vous voyez. Leur corps, et c'est très curieux, en fait, leur corps
comprend en fait cette énergie. Puisque étant dans l'eau, comment te dire, l'eau justement étant un lien entre toutes choses, elle n'a pas besoin, cette aura, de se diffuser. Donc elle est telle qu'elle s'exprime en fait, tout simplement dans leur apparence physique. Donc c'est pour ça que pour le coup, les poissons, eux, sont représentés très fidèlement à leur réalité. Le Chandaranga, Ouais, c'est magnifique, hein. le petit loulou, le culi. Ouais. Bon, voilà. Je vais inviter Norbert à prendre le relais. Moi, j'avais des questions, on en a déjà parlé tout à l'heure un petit peu, mais le lien à l'animal et ta, ta vision un peu plus détaillée peut-être m'intéresserait sur la conscience animale et sur le lien l'homme à l'animal. Comment l'homme actuellement peut progresser en fait dans son cheminement et dans cette connexion qu'on peut avoir au monde et comment tu le perçois si on pouvait le Comment décrire. l'homme pourrait progresser par rapport à la vision de l'animal, hein. Euh, ça reste toujours une question de conscience. Euh, c'est une conscience de l'autre, de ce qui existe au même titre. En fait, je vais commencer par une parole, je te dis ce qui me vient. J'ai toujours été, j'ai, j'ai énormément subi le jugement par ma sensibilité, par aussi, c'est un autre volet, on en a un petit peu parlé avec Chloé, mon androgynie d'âme, ce yin-yang très présent sur moi. Et, et à un moment donné, je l'ai vraiment subi, j'en ai souffert, et puis un jour, je me suis rendu compte, je me disais, mais moi, je ne suis pas comme ça. J'ai jamais été dans le jugement. J'ai toujours vu les choses au-delà des apparences. D'ailleurs, je voyais pas les apparences. C'est ce que je ressens. Voilà. Et les animaux, donc ça a toujours été pareil. C'est pareil avec tout ce qui m'entoure. Et si on prend le temps simplement, on en revient à l'amour, d'être le plus en paix avec soi-même. On n'a pas besoin, on n'est plus dans la peur, on n'a pas besoin de juger et on est beaucoup plus réceptif à tout ce qui nous entoure. Quand je dis réceptif, c'est juste voir les choses telles qu'elles sont avec le cœur et pas dans cette vision limitante. Et donc, par extension, je pense que si on développe cet amour de soi, cette acceptation, ce qu'on est tous en train de vivre collectivement, eh bien, obligatoirement, notre rapport aux animaux, aux plantes va changer. Et dans l'approche, oui, il est là, tu vois, le trident. Il est serré dans les cheveux. Papa est avec moi, Poséidon. Et j'essaye de garder le fil conducteur sur tout ça. Dans la vision à l'animal, je pense que le problème, c'est le même que entre êtres humains. C'est toujours cette histoire de communication et de ressentir les choses et les gens. Les animaux, ils savent où est-ce qu'ils doivent aller. Et il y a une notion aussi d'instinct. Là, j'ai grésillé parce que en géobiologie, on te dit, par exemple, dans un jardin, quand tu dois faire un pas japonais, tu sais, tu poses tes petites dalles là. Mais un pas japonais, logiquement, il faut que ça respecte la foulée du pas naturel. Souvent, les blancs, les occidentaux, ils te mettent des trucs de manière hirsute et limite, tu sais pas comment poser les pieds dessus. Alors qu'en Asie, ça respecte un rythme de marche, tout simplement. Mais pour savoir où les poser, en géobio, on te dit, si tu as des chats ou des animaux, observe où est-ce qu'ils passent tout le temps. C'est le bon chemin pour toi. Parce que eux, ils savent ce qui est bon pour eux. Et, euh, et par extension, quand j'étais gamin et que je te racontais tout à l'heure l'histoire de la nature qui me protégeait, je me suis toujours dit, la spiritualité, quand j'entendais ce mot spirituel, intuition, je me disais, ah, mais c'est l'instinct. Mais moi, je veux retrouver mon instinct, c'est tout. C'est ce que je dis parfois dans les vidéos. Et certains me disaient, mais tu peux pas te comparer aux animaux. Je fais, ah bah si, 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 si. Parce que cet instinct, il est vraiment précieux. Il me dit quand est-ce que j'ai faim, il me dit quand je veux dormir, il me dit si il y a un danger, bah, en quoi c'est quelque chose qui est inférieur à notre conscience. Et je me disais toujours personnellement, mais sans provoque, vraiment, c'était mon ressenti. Mon but, c'est de retrouver mon instinct animal, parce que nous sommes des cellules animales dans ce sens-là. Donc, pour moi, il n'y a jamais eu
de rapport de supériorité-infériorité, etc. En revanche, là où on pourrait parler de supériorité, une forme de hiérarchie par rapport à l'animal, c'est même pas en termes de, comment dire, de conscience, c'est que je pense que nous avons une conscience de l'équilibre et du déséquilibre. Les autres règnes vivent dans l'équilibre, ils ne connaissent pas le déséquilibre. Nous, nous sommes porteurs des deux. Nous pouvons créer l'un ou l'autre. Donc nous avons la responsabilité de maintenir l'équilibre. C'est ça qui nous place, tu vois. Donc, excuse-moi, j'essaye de pas m'égarer dans ce que je ressens. Dans le rapport donc à l'animal, pour revenir donc à l'animal, je pense qu'en tant que conscient de cet équilibre, c'est important de ne pas prendre ça comme une supériorité, mais comme une responsabilité. Simplement. C'est un don que nous avons. Là, je vois mes deux oiseaux. J'ai donc deux perroquets pour ceux qui suivaient mes vidéos. Deux perroquets qui sont actuellement dans leur volière, qui à mon sens est une cage trop petite. Un perroquet n'a rien à faire dans une cage, un oiseau encore moins. C'est quelque chose qui est très compliqué pour moi, la captivité, etc. Mais dans ma conscience des choses, là on va partir très spirituel, mais je n'ai aucun tabou à dire ce que je vais dire. Parmi ces deux perroquets, il y en a un des deux qui est une âme qui s'est réincarnée et qui revient régulièrement dans ma vie et qui m'a dit lors de sa dernière vie qu'elle reviendrait dans une enveloppe qui vivrait plus longtemps. Je m'attendais pas à un perroquet qui vit 40 ans. Donc c'est énorme, nous nous sommes reconnus et l'autre, c'est aussi un compagnon que j'ai connu à un autre moment. Mais au-delà de ça, nous nous sommes choisis mutuellement et ils sont OK. Ils sont OK avec là où j'en suis dans mon parcours, avec ce que je peux leur offrir actuellement. Donc là, je dis attention, ils sont en cage, mon appartement. Mes amis me disent que je vis chez mes perroquets plus que chez moi, parce qu'il y a des jeux partout, des branches, on vit dans une jungle, et qu'ils sont dans leur cage 1 heure et demie par jour pour avoir leurs UV, et les 3 jours où malheureusement je dois être à mon boulot, mais ils sortent le matin et le soir. En fait, je fais au mieux parce que ça ne me plaît pas. Mais en fait, c'est moi qui ne suis pas bien parce que eux, ils sont très bien là. C'est leur sécurité et ils évoluent comme nous en tant qu'humains. Bon, je vais pas m'attarder sur mes perroquets, mais je tiens à en parler parce que pour autant, euh, j'ai cette conscience qui me met mal à l'aise de ce rapport de l'animal au service de l'autre. Sauf que c'est pas forcément au service et que parfois, et même bien souvent, les animaux, on se choisit, voire ils viennent nous aider. Ce sont des âmes guides pour nous qui viennent nous aider dans notre cheminement. Ou tout simplement parfois parce qu'ils veulent reposer leur âme, qu'ils savent qu'auprès de nous, ils vont vivre une chouette vie. Donc ils disent, allez, dans cette vie, je vais venir près de toi, là, pour être pépère. C'est encore autre chose. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à la Oui, oui. question. Oui, oui, mais on peut plus alors parler de fonction ou de rôle, aussi variés soient-ils, tant par rapport aux espèces que par rapport aux individualités. Oui. Ouais. Oui, c'est, je comprends aussi aussi à travers ce que tu exprimes, que c'est la reconnaissance des sensibilités de chacun, de chaque individu, de chaque homme, qui va permettre aussi je comprends à se rapprocher du règne animal et pas de tous les règnes finalement. Euh, voilà. Oui, oui, je te rejoins complètement. Je pensais au fait de manger de la viande, par exemple, aussi. Ou ça aussi, on en parlait tout à l'heure, et je pense que naturellement, si nous sommes en conscience, qu'on prend le temps de ressentir, ne serait-ce que ce qui se passe dans notre corps, comme je vous disais, je ressens la souffrance de certains animaux, et c'est pas forcément évident, mais je pense que naturellement, on va être attiré par des choses qui nous feront aussi plus de bien. Il y a des choses qui vont se rééquilibrer après. Et j'ai envie de finir par ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais on découvre à chaque instant et on fait au mieux, quoi. C'est ça. C'est assez troublant, mais finalement, c'est ça. L'inconfort dans le confort. C'est vrai. On avait discuté déjà de la conscience animale comme âme groupe. Oui. Tu veux verbaliser une question par rapport à ça? Parce que il y a... C'était peut-être
à reprendre peut-être dans les notions d'espèce? Est-ce qu'on aurait justement des rôles ou des fonctions spécifiques à chaque espèce? C'est encore d'autres questions ou d'autres ouvertures qu'on peut émettre, mais Parce qu'il y a, Et, il y a cette dis-moi. histoire, excuse-moi, Eric. Juste pour compléter ce que Norbert disait, c'était ce questionnement, parce qu'on a écouté plusieurs personnes, on parlait de Leïla Del Monte tout à l'heure, hein, qui fait partie de ces gens qui sont dans une forte connexion animale. Bon, il y a plein d'autres personnes. Euh, la question qu'on s'était posée à plusieurs reprises, c'était cette âme groupe. Euh, Mhm. bon, alors, peut-être ceux qui nous regardent déjà ne connaissent pas ça, donc si tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus. Et on a tous eu ou vu des animaux domestiques. Mhm. Et c'est vrai que je vois notre chat, il a son petit caractère, comme tes oiseaux, ils ont leur petit caractère. Et du coup, on se demande quelle est la part d'âme groupe et d'individualité de nos animaux, en fait. Et puis animaux sauvages ou domestiqués, j'ai envie de dire. En fait, Voilà. c'est énorme, hein. Je te remercie parce que je viens d'avoir une révélation comme ça en t'écoutant, en me disant, mais l'âme groupe, hein, nous, en tant qu'humains, on l'a perdu. Mm. Et quand on entend beaucoup dans le chamanisme le grand tout, etc., je t'avoue que c'est une notion qui m'a gonflé très longtemps parce que tu dis, mais j'ai pas envie de me connecter à des délinquants, à des gens méchants, enfin, je comprends pas. Et je fais exprès, tu vois, de mettre les pieds dans un gros sabot, mais ça m'ennuyait vraiment le grand tout. Mais qu'est-ce que c'est? Oui, je suis connecté au grand tout, mais pas foncièrement à tous les humains. En fait, et je vous partage un point de vue, encore une fois, c'est un ressenti. C'est même pas ma vérité. Ça me montre que l'âme groupe, c'est un nuage, c'est ce que je peux appeler le mana, cette intelligence collective, la source, en fait. On a comme une source d'où provient toute la vie, et puis encore cette arborescence, une source pour chaque espèce, etc. Et on peut puiser dans cette source pour retrouver notre connexion à quelque chose d'essentiel, de divin. Et d'ailleurs, en jeu de mots, essentiel, tu vois, il y a cette connexion à notre ciel intérieur, la partie la plus belle de nous. Les animaux, effectivement, ils ont une âme groupe qui est très forte, qu'on appelle, je pense à tort, l'instinct animal. Et, mais en même temps, les animaux qui vivent avec nous, dits domestiqués, c'est ça qui est étonnant, et bien tout comme nous, leur individualité prend le dessus. Avec une conscience même de peur, de tout un tas d'émotions que l'humain expérimente. Et c'est rigolo parce que justement, là, on te parle des perroquets, je me dis, ce qui est frustrant, c'est qu'ils peuvent pas voler quand ils sont dans leur cage, alors qu'en dehors, ils volent. Mais quand ils sont en liberté, eh ben, mes zouzous, ils volent très peu. Alors qu'ils ont le loisir, ils vont se défouler par moments. Eux, ce qu'ils aiment, c'est s'accrocher, voilà. Et eux-mêmes, en fait, ils évoluent. Tu vois, tout comme nous, on a perdu certains instincts, on a perdu certains comportements. Mais tu sais, un truc tout simple, le fait d'être vêtu d'habits, ça change énormément d'attitude. Tu as sûrement remarqué que selon comment tu t'habilles, t'as pas la même posture corporelle. Voilà, moi j'ai ce truc autour du cou, je me tiens pas de la même manière que si j'ai un sweat capuche. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire? Tout modifie notre rapport aux choses. Je pense que les animaux qui nous accompagnent n'ont pas ce même rapport finalement. Et puis pour certains, et là je vais faire hurler certains, mais je m'en fiche royalement, parce que c'est ce que je ressens, c'est que la chaîne des réincarnations, on te dit, on était un petit caillou, ensuite une plante, ensuite un animal, etc. Eh bien, moi, je suis convaincu que on peut choisir, en fait, que ça, c'est une limitation. Il peut y avoir pour l'évolution de l'âme un choix dit de régression, bien que j'aime pas ces notions, pour mon tous égaux, mais de revenir dans une autre condition expérimentée. Mais je crois vraiment qu'il y a des humains qui peuvent se réincarner en animal pour veiller au bien-être de quelqu'un. Et je l'ai déjà vu autour de moi un chat qui était la grand-mère d'une amie, en fait, mais qui est venu un laps
instant pour veiller à ce que cette amie, elle en l'occurrence, était renouée avec l'amour du couple. Et dès elle était prête, eh bien son chat s'est fait renverser, en fait. Je fais Et partie. c'était brusque, mais cette amie qui était aussi très intuitive a senti, elle me dit, mais je sens qu'il y a la fin d'un cycle. Donc voilà. Et ça, c'est encore autre chose, c'est ce que j'appelle les familiers. Ce sont des âmes qui ont envie de revenir, des guides spirituels, esprit ou non esprit, dans la forme d'un animal. Donc le rapport à l'animal, j'essaye encore de faire synthétique. Finalement, notre interview, c'est pour ouvrir plein de portes, j'ai l'impression. Parce que ouais, il y a tellement de choses, hein. Mais la notion d'âme groupe est forte et elle existe également, par contre, chez les végétaux. Et c'est même, pour le coup, chez les végétaux, c'est beaucoup plus fort, hein, qu'autre chose. En revanche, il y a quelque chose qui est intéressant à soulever, c'est le rapport à l'humain également. Donc, je pense, c'est bizarre ce que je vais dire, que tous les autres règnes ont conscience de notre rôle de gardien. D'ailleurs, je ne dis pas que je suis propriétaire d'animaux, j'ai toujours été gardien de mes plantes, gardien de mes animaux, en tout cas gardien de leur bien-être. Et ça s'arrête là. Ce sont mes amis, des compagnons, mes plantes y compris, comme la bichette qui est ici. Et je te dis ça, il y a juste une anecdote que je souhaite partager. Je te l'ai raconté, l'histoire de mon palmier. Quand j'ai quitté ma maison, c'est l'événement le plus violent de ma vie. J'ai donné en catastrophe plein de plantes, puisque je partais pour une errance. Et j'ai donné des plantes qui ont grandi avec moi depuis plus de 20 ans, et notamment un grand palmier auquel je tenais énormément, que j'ai donné à mon amie Bérangère. Et elle me disait toujours, quand tu auras ton chez-toi, tu le récupéreras. Il y a 1 mois et demi, à mon travail, j'ai vu un palmier, la même espèce, mais le même gabarit. Sachant que le mien, je l'ai vu, je l'ai eu comme ça, il faisait presque 1,50 m quand je l'ai donné. Et j'en ai vu de la même taille, donc je me suis dit, bon, Bérangère, elle l'a peut-être pris en sympathie parce qu'elle aime les plantes comme moi, on a un vrai relationnel avec eux. Et j'en ai acheté un en disant, comme ça, quand Bérangère va me rendre le mien, je lui offrirai l'autre. Ce sera un merveilleux cadeau. Et au moment d'ailleurs où je l'ai récupéré, enfin, ça a été très beau et très fort. J'ai mon ami au téléphone 15 jours plus tard, je lui dis, écoute, chouchou, voilà, j'en ai pris un. Si tu veux bien me rendre le mien, je t'en passerai un. Si tu ressens que c'est juste, parce que peut-être que le mien, il est mieux avec toi maintenant. C'était une éventualité aussi. On attendait de se connecter à la plante. Elle me dit, mais ça fait combien de temps que tu as acheté l'autre? Je dis 15 jours. Elle me dit, c'est pas possible, je comprends mieux. Je fais, quoi? Elle me dit, le tien, en 24 heures, il est presque mort en totalité. Il reste plus qu'une pousse. J'ai ratiboisé. Elle m'a envoyé une photo. Elle me dit, il s'est transféré sur l'autre plante. Parce que j'arrêtais pas de sentir qu'il voulait revenir vers toi. Il voulait revenir. Et je lui dis, mais c'est horrible, en fait. C'est horrible. Moi, je voulais pas tuer l'autre, tu vois. Et on a soulevé la question. On s'est dit, soit il s'est senti, il s'est laissé mourir parce qu'il s'est dit, il m'a remplacé. Mm. Soit il y a eu un transfert de son énergie plus rapidement. La conclusion est qu'effectivement, dans celui que j'ai, je ressens l'énergie du mien, mais que la pousse qui reste de Bérangère, je souhaite la récupérer pour la planter avec le goran que j'ai. Et du coup, je lui ai expliqué, j'ai même fait une prière de pardon, qu'en tout cas, c'était pas mal intentionné, que j'étais vraiment désolé. Mais les plantes n'ont pas la conscience de la souffrance. Lui, c'est OK avec ce qu'il a fait, comme les animaux. Ils n'ont pas le même rapport à la mort. Mm. Il a juste senti que, oui, son émanation revenait. Donc, c'est juste pour te dire que les plantes, en revanche, c'est ça qui est drôle aussi. J'ai beaucoup de plantes que j'ai perdues lors de ce déménagement. C'était tellement violent, c'était des parties de moi que à chaque fois, c'est une partie de mon être qui mourrait. Et donc, d'où cette phase très, très douloureuse, ces ténèbres personnelles. Et aujourd'hui, j'ai les mêmes espèces qui reviennent, dont le Oyabella que j'ai retrouvé hier. Et c'est très étonnant parce que quand je vois ces Oyas, mais en fait, c'est la même essence que celui que j'avais. Et Mm. j'ai vraiment senti que les plantes, par contre, la notion d'âme groupe, elle est très forte. C'est que elles sont avant tout portées par l'âme groupe. Ensuite, elle peut te proposer une petite teinte. Mais c'est presque une histoire de clone. En fait, elles vont prendre la teinte en interaction avec toi. Et toutes les plantes que j'ai rachetées, là, j'ai un merveilleux dracéna. Voilà.
C'était un bébé, je l'ai acheté l'an dernier, il faisait 5 centimètres. Bon, elle pousse super vite avec moi, les plantes. Eh ben, j'en avais un de 2 mètres de haut qui a gelé chez des gens chez qui j'ai vécu, pareil que j'avais depuis très longtemps. Et lui, c'était très douloureux. Et quand j'ai vu ces petits, je me suis senti appelé et je retrouve la même émanation que mon grand. C'est le même, hein. Donc Mm. ça, c'est troublant avec les plantes. Tu as ça et tu ne le retrouves pas par contre dans le règne animal. C'est que les plantes, elles portent véritablement la même essence. Elles peuvent te proposer une aide légèrement différente, mais si tu as une plante qui meurt à un moment donné, c'est pas grave. Enfin, c'est Mm. pas grave. En conscience, bien sûr, tout dépend pourquoi elle est morte. Mm. Mais c'est très très fort, cette notion d'âme groupe chez le règne végétal. Voilà. Ça, c'est très intéressant, merci. C'est super. Mm. Concernant le lien homme-animal, on observe qu'il y a de plus en plus de gens qui créent des nouveaux arts, des nouvelles façons d'être de ce nouveau monde. Et Norbert a une grande sensibilité sur le lien justement humain-animaux. Et est-ce que ça t'arrive aussi d'accompagner les gens entre leur lien avec leurs plantes, leur lien avec leurs animaux aussi, en fait? Oui, Oui, tout le super, temps. tout le Ah temps. oui. D'accord. Bah, tout le temps, et notamment ce travail dans une jardinerie, en fait, où quand les gens viennent acheter une plante, je pensais pas que tu as des gens pour qui ça part à la poubelle, tu vois, tu leur dis comment s'en occuper, ah mais je m'en fiche, je la jetterai après les fleurs. On dit, ah bah c'est bien dommage. Et ça aussi, ça a développé ce côté très franc du collier, parce qu'il y a des choses que j'arrive pas à entendre, mais Bah moi, oui. je pète la brèche. Et puis des fois, tu as des couples, et surtout les jeunes couples, je trouve ça adorable, qui viennent de s'installer ensemble et qui viennent acheter une plante, c'est leur premier bébé, tu vois, comme Mm. un animal. Je pensais pas que ça existait, ça. On va choisir ensemble une plante et on veut qu'elle grandisse et ils reviennent des mois plus tard. Vous savez, on a suivi vos conseils et elle est merveilleuse. Voilà, et ça, j'adore. Super. Ça, ça fait plaisir d'entendre ça. Et tu as les plantes et les pierres aussi, c'est aussi, j'avais envie de préciser, on dit souvent, tu sais, en lithothérapie, tu es attiré par ce dont tu as besoin, mais c'est valable pour tout. Il faut savoir vraiment que les plantes, c'est important d'écouter aussi son appel. Ben, en fait, c'est pour tout, quoi. Et une plante qui nous attire, c'est parce qu'elle a véritablement une vibration qui entre en résonance avec ce que nous sommes. Et j'ai envie de finir. Alors là, c'est le grand virage sur ce que je dis tout le temps dans mes vidéos, d'où l'importance d'écouter ses envies. Il y a le mot vie dans envie. Donc tout ce qui me fait envie, quelque part, c'est ce qui apporte cette énergie en moi. Voilà. Super. Merci beaucoup, Eric. Merci, Eric. Je vous Alors, sens vidés tous les deux. Vous êtes assommés. Je suis désolée. Non. T'inquiète, tu sais, on est un petit peu dans le même mood que toi et puis que tout le monde, j'ai envie de dire en ce moment. Stone. On oscille entre de la fatigue on sait pas d'où elle vient, mais parce qu'on dort, etc. Je sais pas comment les Oui. spectateurs se portent, mais oui, oui, non, non, on est très heureux de t'avoir accueilli pour cette émission. C'est génial, c'est d'une grande richesse. Merci d'avoir anticipé et répondu à plein de nos questions finalement, parce que tu es allé bien au-delà de ce qu'on espérait. Donc, merci infiniment pour Merci ça. beaucoup. Merci à vous deux. J'ai pas beaucoup parlé des poissons, alors je vais quand même juste sortir. J'ai tiré une carte au hasard. Vas-y. Alors, c'est le tétra de cave aveugle qui est sorti. Alors, son message, c'est même si vous ne savez pas dans quelle direction avancer, posez une action en lien avec ce qui se produit actuellement. Vous comprendrez bientôt le sens de cette période de vie. C'est on ne peut plus d'actualité, hein. Je crois, je me suis dit, bon, ça a l'air d'être bon le message commun là. Écoute, pour nos spectateurs, je vais lire la carte si tu veux bien. Évidemment, je t'invite à compléter ce que tu voudras, hein. Alors, ce tétra de cave, Astyanax mexicanus, Mexicanus. mexicanus, pardon,
Même si vous ne savez pas dans quelle direction avancer, posez une action en lien avec ce qui se produit actuellement. Vous comprendrez bientôt le sens de cette période de vie. Donc, son origine, c'est le Mexique, on l'aura compris quand même. L'Astyanax mexicanus est un poisson dont les individus se sont divisés en deux formes. Des poissons dépigmentés et aveugles, qui ont ainsi évolué depuis des milliers d'années en raison d'enfermements naturels dans des lacs souterrains du Mexique. Alors, les cénotes et des individus parfaitement pigmentés avec une vision parfaite. Ces premiers se sont adaptés aux milieux sombres et ont développé des aptitudes de nage et de chasse différentes, notamment par la présence de dents supplémentaires et une capacité à s'incliner vers le fond de manière différente, puisque leur nourriture se trouve principalement dans les boues cavernicoles. La forme aveugle est facile à maintenir en aquarium du moment que le bac soit faiblement éclairé et l'eau maintenue à une température fraîche, environ 22-23 degrés. Ce qui est prodigieux, c'est que tu donnes en plus des conseils pour les aquariophiles, c'est génial. La reproduction est délicate mais possible car elle requiert des conditions spécifiques. Ce poisson est fascinant par son adaptation et sa mutation physique dans un milieu soudainement modifié. Et voici son message. Si vous avez l'impression d'être pendu dans vos choix de vie, pardon, Perdu. parfait. C'est la période aussi. Oui, je la couperai celle-là, hein, coupe en montage. Elle est énorme, j'adore. Mais c'est un peu ça, J'ai on mis. peut se sentir pendu. Faut pas que je rigole. Alors, pour le message, si, soyons jovieux après tout. Si vous avez l'impression d'être perdu dans vos choix de vie, vos envies, apaisez-vous. Parfois, nous n'avons pas toutes les informations nécessaires pour avancer. Il s'agit d'ailleurs d'une merveilleuse opportunité de lâcher prise afin de laisser partir des mémoires ou des schémas négatifs qui ne nous correspondent plus aujourd'hui. Par le choix de cette carte, on vous conseille de poser une action en lien avec votre contexte actuel. Cette action peut être en lien avec la thématique qui attire votre attention ces temps-ci ou par une opportunité derrière qui semble décalée par rapport à vos aspirations. Amusez-vous et laissez-vous aller à un esprit d'aventure et de nouveauté qui va vous amener exactement là où vous devez vous trouver. L'affirmation positive, je ne l'avais pas lue pour les plantes. J'ai un esprit de découverte et j'apprécie la nouveauté. Il n'y a pas d'expérience pour laquelle je ne sois pas parfaitement préparée. Aujourd'hui, je me mets en mouvement, même si je ne comprends pas encore la finalité de mon action. Si j'agis avec mon cœur, je suis totalement protégée de toutes les manières possibles et illimitées. Merci à l'univers, merci à l'énergie de l'Astyanax mexicanus. Merci Eric Kotsiras pour ses Merci. inspirations et ses Merci. oracles. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci pour tous tes éclairages, ton énergie, ta gentillesse, ta bienveillance et pour tous les règnes que tu accompagnes parce qu'effectivement, tu es un grand gardien de cette terre aussi. Maurururu. Efkaristopoli, Bisous aussi. Nasakala. Merci beaucoup. Parakalo. Bon, allez, on va se dire au revoir et j'espère à une prochaine fois. Au plaisir en tout cas de t'accueillir à nouveau sur Spiral d'Or TV. Et comment tu dis à la fin? Prenez soin de vous et allô. Aloha. Nana. Merci.